Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je mets un petit chrono pour pas dépasser les 45 minutes, parce que je sais que je coupe à peu près un quart d'heure au montage. Donc pour pas qu'elle fasse plus de 30 minutes, parce que moi je parle, et bon après je vois pas le temps passer. Donc du coup j'espère, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, que vous allez bien. Bon écoutez, moi ça va, hein, j'ai fini ma cuisine. J'ai un problème capillaire, mais il faut que j'aille chez le coiffeur. Mais il me coupe jamais les cheveux comme je veux, donc c'est chiant. Donc voilà, j'ai fini ma cuisine, je suis contente, parce que du coup, voilà, il me reste plus que le salon à faire. Ouais, il a fallu que je repasse une quatrième couche de peinture. Non, mais un truc de fou. Et en fait, j'ai fait un peu comme ça, le pinceau. Et à contre-jour, ça fait super beau, c'est rouge, vraiment foncé, vous voyez, c'est trop beau. Je vous montrerai une fois que j'ai fini ma cuisine. Donc aujourd'hui, nous allons faire international. Parce que beaucoup de choses à dire. Un truc que ma fille m'a parlé. Vous voyez, comme quoi, des fois, vos enfants vous apprennent quelque chose. Il est pas dégueulasse. Ça peut arriver. Vous voyez, comme quoi, tout arrive dans la vie. Et en plus, on a rigolé parce que parce que je vous ai dit, elle partait, ben ça tombe bien, je fais international. Elle part en Norvège, vous savez. Et donc elle me dit, la dernière fois, elle me dit, bon, il faudra nous échanger l'argent, je sais pas quoi, enfin bon, ok. Et elle me dit, il faut acheter les repas. Je dis, comment il faut acheter les repas? Elle me dit, oui, il faut acheter le repas parce que là-bas, on mange pas. Je dis, comment vous mangez pas? Elle me dit, non, on mange pas. J'ai dit, mais genre, oui, vous dormez quelque part. Même pas le petit déjeuner? C'est même pas pris en compte dans le voyage. Elle me dit non. Je dis, mais attends, mais tu es une folle furieuse, tu pars en Norvège, tu vas mener les doudounes et tout. J'ai dit, on les met où, ces jours de bouffe, en fait? Elle me dit, il faut prendre des trucs tout prêts pour mettre dans les fours à micro-ondes, pour faire réchauffer. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce voyage? J'ai dit, rassure-moi. J'ai dit, rassure-moi d'un truc. J'ai dit, il faut pas que je paye le carburant de l'avion. Et elle me regarde comme ça. Elle réfléchit. Et elle me dit, ben non. J'ai dit, je sais pas, au point où on en est, j'ai vu que déjà, il faut que je te fournisse le repas pour 5 jours. J'ai dit, peut-être, il fallait que je participe au carburant, tu vois, de l'avion qui part en Norvège. Non, je sais pas au point où on en est, tu vois. Donc, non, mais mort de rire, le voyage en bois en carton-pâte, quoi, tu vois. Non, je sais pas où elle part, ma fille, mais je commence à me faire du souci. Ouais, vraiment. Surtout qu'il faut être à 4 heures à Marignane. C'est-à-dire, j'ai gratté la voiture à ma mère, c'est-à-dire que je vais faire une nuit blanche. On va être beau. Non, je vous dis, on va être beau. Alors, non, mais je ne veux pas m'abonner. Télérama.fr, mécénat. Pourquoi la France a-t-elle mis autant de temps à se passer de l'infréquentable famille Sacler? Et je savais pas qui c'était la famille Sacler. Et la famille Sacler, ce sont de riches propriétaires de labos pharmaceutiques qui étaient encore présents jusqu'à très récemment dans les budgets et les murs de grandes institutions culturelles hexagonales comme le Louvre. Non, c'est bien, je vous dis, se mettre tout dans les postes. Voilà. J'ai mon voisin, il fait les travaux dessus. Si à 19h il a pas terminé, il va me revoir encore. Non, je vous explique. Je sais pas ce qu'il fout dans cet appartement. Je sais pas ce qu'il fait. Je comprends pas. Alors, la photographe américaine Nan Golding et plusieurs dizaines d'activistes sortent de leur sac des tubes de médicaments et les jettent dans les bassins entourant les constructions millénaires. Honte au Sacler, répète-t-il en chœur, alors que, sous l'œil des photographes, l'eau se tapisse d'une inquiétante marée de plastique orange. La scène est au cœur du bouleversant documentaire de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, en salle depuis le 15 mars, consacré au combat de Nan Goldin, contre les Sacler, cette dynastie d'industriels américains devenue richissime en vendant l'Oxycontin, un antidouleur ultra addictif, et en provoquant, avec 500 000 morts par overdose, la plus grosse catastrophe sanitaire de ces dernières années aux États-Unis. Bon, ben vous savez quoi aller voir, hein? Toute la beauté, le sang versé. Oh, je savais même pas, vous voyez. Ah ouais, non mais de toute façon, je vous dis.
La Finlande dans la recherche de Français en quête de bonheur. Le Figaro.fr. Ben, c'est-à-dire que si la Finlande, au lieu d'être là, elle aurait été là, peut-être j'y serais allée, tu vois. Peut-être je me serais dit pourquoi pas, tu vois, si j'ai les pépettes, de carrément tout vendre et de partir, pourquoi pas, en Finlande équatoriale. Mais là, c'est pas le cas. Soupçon de corruption au Togo, la reconnaissance de culpabilité de Vincent Bolloré retirée du dossier. Le Monde.fr. Ouais, eux, ils sont mieux là-dedans que dans les trucs de pédophilie, hein, je t'explique. Le meilleur breton, pas du tout. Le milliardaire breton avait été mis en examen en 2018, et ça, c'était tout le temps, par la justice française pour corruption active d'agents publics dans le cadre de l'attribution des concessions portuaires de Lomé et de Conakry. La loi prévoit en effet qu'un CRPC dont l'homologation a été refusée par un juge ne figure pas dans le dossier renvoyant le mis en cause devant le tribunal, où il doit être considéré comme présumé innocent à l'ouverture des débats. Grande satisfaction de savoir que M. Bolloré va comparaître devant les tribunaux indépendants et impartial, mort de rire, pour se voir juger des faits de corruption qui lui sont reprochés. Oui, surtout à qui à sa cause, je suis sûr. Qu'il a dû un peu arroser. Ouais, et pas avec de l'eau, ça c'est clair. Le projet pétrolier Willow en Alaska approuvé par l'administration Biden. Et oui, c'est ça que ma fille m'a parlé, que j'étais pas au courant. Parce que j'ai expliqué que tout ce qu'on lui raconte, c'est de la merde. Qu'on va, sous prétexte de retraite, machin et tout, on va se servir d'elle. On va l'instrumentaliser. Et donc, je lui disais de pas écouter, de faire ce qu'elle a à faire. Et donc, elle m'a dit, oui, c'est comme machin écologie et tout, alors qu'il y a le projet Willow. Et je lui dis, c'est quoi ce projet Willow? Et elle me dit, ben, c'est en Alaska, les États-Unis, ils ont le droit d'aller maintenant pomper le pétrole. Alors j'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Vous voyez, comme quoi. Donc voilà, le projet pétrolier Willow en Alaska, approuvé par l'administration Biden. Les défenseurs du projet y voient une source d'emploi et une contribution à l'indépendance énergétique des États-Unis, tandis que pour l'opposition, les effets seront dévastateurs pour les décennies à venir. Et toi, ils viennent de te prendre le teston avec ta vignette critère, avec tes zones ZFE. Pas vrai? Et eux, ils vont dévaster l'Alaska. Enfin, le machin. C'est quoi? Oui, l'Alaska. Bah là, l'ours polaire, je vais te dire. Tu vois? La bataille autour du projet Willow dure depuis des années. Malgré les pressions des associations environnementales, le gouvernement américain a approuvé lundi 13 mars ce grand projet pétrolier dans le nord-ouest de l'Alaska selon le ministère de l'Intérieur chargé des terres fédérales aux États-Unis. Le président Joe Biden, Sleepy Joe, était pourtant arrivé au pouvoir en promettant de ne pas autoriser de nouveaux forages pétroliers et gaziers sur les terres fédérales. J'adore. Mais qu'est-ce qu'ils vous prennent pour des... Le projet Willow du géant américain ConocoPhillips réduit à 3 zones de forage contre les 5 initialement demandées par l'entreprise est situé dans une zone appelée la réserve nationale de pétrole. Il s'agit de terres en Alaska appartenant à l'État américain. Eh oui. Et comme par hasard, il y a du pétrole dedans. Oh, la loup. Pauvre petit ours polaire et pauvre petit pingouin torda. Eh oui. Une catastrophe pour le climat. Ah, mais c'est pas grave parce que nous, on va avoir neutralité carbone. Ah oui, à Marseille, en 2030. Donc du coup, on ne crème plus rien. Nous, ça y est, on a déjà sauvé les phoques et les ours polaires. Depuis des jours, une vague de vidéos d'opposition au projet avait notamment déferlé sur le réseau social TikTok. Ah ouais, mais putain, c'est chinois. Et une pétition en ligne avait recueilli plus de 3,2 millions de signatures. Ah, cette liberté d'expression sur Internet. Les projets Willow avaient initialement été approuvés par l'administration Trump avant d'être temporairement stoppés en 2021 par un juge qui l'avait renvoyé à un nouvel examen du gouvernement. Eh oui, mais parce que là, comme c'était de la gauche, alors ils ont cru que ça allait. Ils allaient dire non. Eh non. Eh oui, ils ont dit oui. Ah ouais, je vous la fais courte, hein, enfin. Mais je vous la fais rapide, plutôt. Voilà. Athlétisme, la Fédération internationale bannit les personnes de transgenre des compétitions féminines. Ah ben oui, il vaut mieux. Ah oui, là, il vaut mieux. Ah oui, non. Parce que quand tu vois la nageuse, Lia, Thomas, je sais pas quoi, qui fait 1m90 et que tu vois la nageuse à côté, on dirait Minimoy, tu vois, tu te dis, ouais, effectivement, il y a eu souci, tu vois. Non, c'est pas une femme. Alors, après, il y a des hommes, genre Prince, vous voyez, qui font 1m60, qu'on dirait des jockeys, pourquoi pas.
Mais là, donc oui, effectivement, il faut interdire les transgenres dans les compétitions. C'est comme une femme, si elle se met, enfin un homme, du coup, enfin je sais rien, qui se fait, non, une femme qui se fait homme et qui va parcourir avec les hommes. Lol. Et là, il y en a moins. Eh oui, non, il y en a moins. Là, c'est comme celui, je sais pas si vous avez vu, aux États-Unis, le mec, c'est un violeur en série. Et avant d'aller en prison, il dit, ouais, non, moi, je suis maintenant devenue une femme. Et en fait, il a violé les femmes de la prison. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Boris Johnson reconnaît avoir menti, mais pas intentionnellement sur le Partygate. Oh ben non, il savait pas, il était pas au courant. Il avait pas eu l'info lui aussi. Eh ouais. On lui a dit, oh, Boris, oh, il a la tête là, ah Boris. Oh Boris, viens, ramène ta tête. Ramène ta tête, viens, regarde, mets-toi un coup de peigne quand même. Et regarde, on fait une putain de méga soirée. Quel sexe. Ah oui, quel sexe. Et Johnson, l'enfant terrible de la politique britannique, affrontait son destin lors d'une audition fleuve face à la commission des privilèges du Parlement, chargée d'enquêter sur le scandale dit du Partygate, les fêtes à Downing Street durant la pandémie. La question n'est plus de savoir si ces fêtes respectaient les règles de distanciation sociale de l'époque. Mais c'était un confinement, c'est même pas une règle de distanciation. Elle les violait et a déjà conclu un rapport indépendant publié courant 2022 par le haut fonctionnaire sous gré. La police a d'ailleurs distribué plus de centaines d'amendes au personnel de Downing Street ainsi qu'à Boris Johnson et à Rishi Sunak pour y avoir participé. Allez, même l'Indien. Oh la loup. Eh ouais. Non, c'est rigolo. On dirait Boris Johnson, on dirait que c'est comme dans les films, vous savez, celui qui se porte la tête, là. Eh ben lui, c'est comme s'il avait pas de jus autour du cou, tu vois. Enfin bon, du coup, il a plus de cou, mais je veux dire, c'est pas, il a la tête là, tu vois, c'est bizarre. Il a le cou comme ça, eh ouais, en saxo, tu vois, voilà. C'est au lieu d'avoir un cou droit, genre girafe, tu vois, non, non, il a le cou en forme de saxo, tu vois. Donc du coup, il a la tête là, entre les nichons, eh ouais. Liban, face à une crise économique sans fin, le désespoir de la population. Eh ouais. France TV Info.fr. Ah, ben bientôt, nous. Ben oui, parce que eux, ils ont eu la visite de Macron. Bon, maintenant, ils sont à la fin au bout du bout. Et nous, du coup, on l'a, Macron. Donc, bon, on se doute que... Plongés dans le désespoir, ils sont nombreux à se résoudre à quitter leur pays. Oh non, on n'aura pas de Libanais, surtout. Non, non, pas du tout. Ma mère m'avait dit que si nous avions l'opportunité de partir, on le ferait. Elle a entendu que dans n'importe quel pays d'Europe, au moins, on serait considérés comme des êtres humains. Ne passe pas par les pays de l'Est. Un conseil. Alors, chérie, je sais pas comment tu t'appelles. Oh, il sait pas qui c'est. Attends, qui c'est? Non, mais je t'explique. Mon amour. Pour ton bien. Pour être considéré un peu comme des êtres humains, ne passe pas par les pays de l'Est. Prends un bateau. Oui, 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 prends un bateau. Alors, oui. Oui, il y a la mer au Liban, fais pas oui. Oui, oui, prends le bateau. Ne passe pas par la terre. Ils vont t'enfermer dans des cages et tu vas être considéré comme un animal sauvage. Oui, oui, oui. Donc, fais gaffe à toi. Libye. Le Parisien.fr, le gendarme du nucléaire alerte sur la disparition de 2,7 tonnes d'uranium d'un site. Mais non, ils ont pas disparu. Ils sont quelque part, c'est tout. Et c'est pas où ils sont. C'est pas pareil. 10 fûts d'uranium ont disparu d'un site qui n'est plus sous contrôle du gouvernement, a constaté l'agence. Non, mais ça va, c'est pas grave, ça. C'est bio. Oh, nous, on a des batteries bio à poil de bambou. Et là, maintenant, nous, on a de l'uranium bio. Eh oui. En poil de cheddar. Eh oui, en poil de fromage. Eh ouais, non, c'est nouveau. La nouvelle est inquiétante étant donné la situation sécuritaire de la région. Mais non, ça va. Un peu comme ici, pareil. La découverte est le résultat d'une inspection initialement prévue l'année dernière. Ah ouais, qui a dû être reportée. Eh ben voilà, c'est pour ça. Eh ouais, ben, elle est arrivée. L'uranium, il est arrivé. Il a dit, oula, il est en retard, lui, hein, et il est reparti. Eh ouais, attends, il va pas t'attendre, hein, tu crois quoi. Alors, eh ouais, Kadhafi. Oh, sacré Kadhafi. Moi, c'est pas possible, même mort, il nous casse les bonbons. Eh ouais.
C'est pas possible, ça. Ikokomori. Non, c'est vrai. Le Figaro.fr, ce syndrome japonais d'isolement volontaire qui touche de plus en plus de jeunes Français. Ah ouais, bah alors moi du coup c'est pas Ikoko. Enfin c'est pas Ikiko. Comment? Ikikomori. Je sais pas ce que j'ai dit. Ikikomori. Ah oui. Ben moi non. Oui, moi j'ai plus envie j'ai plus envie de voir personne. Vous voyez tous gonflés. Ouais non sérieux, vous voyez tous gonflés. Je veux plus sortir. J'ai plus envie de sortir, je vous jure. Accéléré par la crise du Covid, ce retrait social est difficile à vivre aussi pour les familles. Ouais, mon fils, à ce moment, il se fait Ikikomori. Ouais. Il sort plus de sa chambre. Il va juste un peu à la salle de sport. Et bon, ce matin, il est allé faire du basket quand même. Mais, ouais, il est enfermé dans sa chambre devant son ordi. Il joue en ligne. Oui, voilà. Alors, du verbe japonais ikikomoru, qui signifie se cloîtrer. Ah, bon, ben ça va alors. Alors, kikikomoro. Au Japon, environ 1 million de personnes, en grande majorité des hommes, sont près de 3,3% de la population âgée de 15 à 50 ans, vivraient recluses dans leur chambre depuis au moins 6 mois, et parfois depuis des années. Ah non, mais je comprends, hein. Oh, les gens, ils sont tellement fous, tellement cons, tellement lents, tellement... Ah ouais. Inflation. Au Japon, le gouvernement met en place la stratégie de la honte pour faire grimper les salaires. Oh putain, il devrait le faire à ma patronne. Ouais, parce que me payer au black 8,80 €, c'est-à-dire le SMIC net, il faut le vivre. Ouais, non, il faut le vivre. À chaque intervention à la télé, le premier ministre japonais Fumio Kishida implore les entreprises d'augmenter les salaires de leurs employés. Et pour cause, si le Japon a vécu pendant des années soit en déflation, c'est-à-dire que les prix baissaient, soit avec une inflation proche de zéro, putain la chance qu'ils avaient, aujourd'hui l'inflation atteint les 4%, pardon. Eh ouais. Ah bah putain, 4%, ça va, ils sont tranquilles. Hein. Bon, après, vous me direz, ils sont endettés à hauteur de 200 milliards, je sais pas combien. Mais bon, 2000 milliards, non, 200%, n'importe quoi. Mais ça, c'est quand, enfin bon. Donc oui, effectivement. Donc maintenant, ceux qui, ils vont les afficher. Oh, toi, tu augmentes pas tes salaires. Non, c'est bien. Comores, le Japon finance le futur ramassage des ordures. On en trouve partout, surtout sur les plages, le pire étant Mutsamudu, à Anjouan, où les ordures ont bouché les ravines et entièrement recouvert le front de mer. Oh, ça va, bah écoute, c'est original. Ça fait de la couleur. Hein, des petits sacs poubelles bleus, verts, roses. Et puis bon, du coup, ça fait du recyclage aussi, parce que tu vois, s'il te manque un fer à repasser, tu peux aller le chercher. Ouais, tu vois. C'est une calamité pour les 3 capitales des îles, Moroni, Fomboni. C'est bizarre là, non? Et Mutsamudu. On en trouve partout, surtout sur les plages. Ah ouais, c'est un peu chiant quand tu es sur une île. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ah oui, non, parce que là, du coup, pour faire les touristes, c'est un peu compliqué, tu vois. Ah ouais, c'est un peu dégueu, ouais. Et ouais, c'est ça, tu as les pots de peinture, oui, tu as tout, tu as même des camions, mais ouais, non, ouais, c'est sûr. Oui, tu as tout ce que, ben ouais, ils peuvent pas le jeter à la mer, en fait. Oui, non, parce que ça revient sur la plage, du coup, donc, c'est con. Eh oui. Les relations ne sont ni bonnes ni amicales. Le Figaro.fr, la réponse glaciale de Rabat à Paris. Mort de rire. Oh, c'est... Allez, dis-moi qui tu es, dis, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est au niveau, hein? Ah oui, il est au niveau, hein? Ah oui, il est au niveau. Emmanuel Macron avait qualifié ses relations personnelles avec le roi du Maroc, Mohamed VI, d'amicales. Rabat a sèchement répondu, non mais ça va pas ou quoi? Allô Emmanuel? Ouais Manu? Ouais descend? Et pourquoi faire? Eh ben pour te dire que tes relations ne sont ni bonnes ni amicales, chérie. Ça me bat les bonbonnes de toi, tu représentes plus rien à nos yeux, tu vois? Mais comment? Mais pourtant j'ai la mèche. Eh ouais, il a la mèche. Oh, en tout cas, il a les tempes grises, vous avez remarqué? Quand il a caché sa montre. Vous savez, ouais, ça, non. Ah, c'est pas le truc de Minon, ça. Non, mais assume! Pourquoi tu assumes pas? Pourquoi tu les poses pas? Tu as vu sur ton pupitre, le truc? Tu les assumes? Oui, j'ai une montre à 80 000 € et je t'emmerde, en fait, espèce de français trou du cul. De toute façon, il s'en fout, le français. Tu peux lui dire tout et n'importe quoi, il en a rien à foutre. Donc, tu peux assumer maintenant, mon chéri.
Eh ben, il avait les tempes toutes grises. Ah ouais, j'ai dit, oh putain, il s'est pris un coup de hache. C'était pas Pfizer. Il y a après toujours des gens qui essaient de monter en épingle des péripéties, des scandales au Parlement européen, des sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse. Aussi déclaré le président français faisant référence à l'affaire Pegasus, où le Maroc est accusé d'avoir mis sur écoute des personnalités. Mais non! Au-delà de ce débat récent, la France et le Maroc entretiennent une relation glaciale depuis plusieurs années. Ah ouais, non, mais lui, pour lui, elle est amicale. Eh oui, non, ben oui. Ouais, il est sadomaso, c'est pour ça. Crédit Suisse, l'étonnante déclaration du président 4 jours avant le rachat. Ah, oh putain, j'ai la photo de Brigitte Macron. Elle aussi, elle a les épaules. Ouais, c'est bizarre, elle a jamais les mêmes cheveux, hein. Bon, alors, soi-disant que, voilà, elle était là, ben, on la saura pas, parce que du coup, ils nous ont pris pour des cons. Eh oui, on n'a pas le, j'ai cliqué dessus, on n'a pas le, ah, pardon. C'est vocal. Alors, mercredi 15 mars, le président du Crédit Suisse allemand se trouvait à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, pour participer à une table ronde dans le cadre de la Financial Sector. Attendez 2 secondes. Oh putain, attendez, ça va trop vite. Attendez, je baisse le son. Secteur conférence 2023. Ok. Je vais mettre des pauses parce qu'il s'est exprimé sur la situation de la banque. Regardez, Crédit Suisse est bien réglementé, dispose d'un ratio de capital suffisamment fort et d'un bilan solide. Donc ce n'est clairement pas le sujet quoi qu'il en soit. Dimanche, la reprise du Crédit Suisse par l'UBS était confirmée. Cette solution qui est présentée ce soir, c'est la reprise du Crédit Suisse par l'UBS. C'est une solution soutenue par le Conseil fédéral après plusieurs rencontres avec la Banque nationale suisse, le régulateur, la FINMA et le Crédit Suisse et avec l'UBS. C'est clair qu'au moment de l'interview, le président de Crédit Suisse n'était pas autorisé à révéler des détails sur les négociations, mais les déclarations faites dans l'interview sur les forts ratios de capital étaient mal choisies dans ce contexte, commente la Zeitung. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, donc ça c'était 20 minutes.ch, vous voyez, comme quoi, hein, des fois on tombe sur des trucs. C'est-à-dire le mec il vient de te dire non, t'inquiète, tout va bien, on est au plus haut, le bilan il est top, et 4 jours après, c'est bon. Ouais, c'est pas ce qui s'est passé entre temps. Lui aussi, une lumière. Alors, Gad Elmaleh accusé de jouer avec le feu par des religieux. Oui, parce qu'il est parti là-bas. Ah oui, parce que comme ici, on a compris que lui aussi, c'était du rien. Eh oui, lui aussi. Rien du tout. Donc du coup, voilà. Donc il s'est dit, bon, je peux plus faire des pépettes en France. Donc, c'est un peu comme Patrick Bruel. Putain, il est passé sur Sud Radio. Oh, les commentaires, je vous jure, allez voir les commentaires. Non, mais sérieux. Oh, il s'est fait déchirer. Waouh, pas par Pfizer, lui. Non. Et donc, voilà. Donc, du coup, Gad Elmaleh, il est parti en Israël. Il a fait ça, je sais pas quoi, là. Et donc, en spectacle en Israël, il a évoqué le rabbin franco-israélien Ron Shaya, qui a interpellé l'humoriste dans des différentes vidéos sur les réseaux sociaux. Le 12 et 13 mars, l'humoriste Gad Elmaleh se produisait à Tel Aviv avec son spectacle D'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, il est plus là. oui, tu as raison, d'ailleurs, il est là-bas, ouais. Dans ce spectacle, Gad Elmaleh se livre notamment sur sa vie, son aventure américaine, éphémère, sa relation avec ses parents, ses fils. Oui, c'est sûr. En Israël, sur scène, il a également évoqué le rabbin franco-israélien Ron Shaya, qui a interpellé l'humoriste dans différentes vidéos sur les réseaux sociaux. Gad Elmaleh a conclu son intervention à ce sujet par « Des rabbins youtubeurs qui veulent faire des vues, fuck that ». Et je sais pas, parce que tu sais, en Israël, ils aiment bien les rabbins, tu vois, ils un peu la base, tu as vu, donc après, je sais pas, lui, la communauté qu'il a, l'impact qu'il a, l'influence qu'il a, mais peut-être il fallait que tu t'abstiennes de formuler ce sentiment tu vois, envers lui. Hostile, on va dire. Depuis plusieurs religions ont réagi, notamment le rabbin Azriel Cohen Arazi, dans une vidéo intitulée Gad Elmaleh se moque du Rav Shaya. Réaction du Rav, tu joues avec le feu.
Le rabbin Ron Chaya dirige une yeshiva, les Hava, un institut religieux qui n'est pas l'organisation de l'extrémiste Benzi Gostein, destiné aux personnes effectuant un retour à la religion. Bon, je sais pas, j'ai pas compris, mais bon, on continue. Personnage, je connais pas tout ça, moi. Personnage controversé, certains lui reprochent ses explications parfois simplistes aux interprétations équivoques, notamment lorsqu'il aborde l'incomparable sujet de la Shoah, telle une preuve d'amour de Dieu, ou encore la légitimité des courants du judaïsme qui replacent la femme au cœur du rituel. Ouais, je t'aime bien, toi. Oh, qui tu es, toi? Oh, vas-y, comment tu t'appelles? Vas-y, vas-y. Le dernier passage de Gad Elmaleh sur les planches en Israël remonté il y a 12 ans. Eh ouais, je crois que là, je crois qu'il va pas y revenir d'ici là. Le comédien juif maroco-canadien. Eh ouais, c'est juif pied noir, hein. Eh les gars. Ah oui, non, mais parce que tous les Gad Elmaleh, les Kaden Mera, les Nasrin, peut-être pas lui. L'autre là qui jouait dans je sais plus quoi, quel reflet la bande dessinée. Là. Fait bon, tous ces mecs là qui ont des noms orientaux, en vérité, c'est des juifs pieds noirs, hein, c'est tout, c'est des juifs. Hein. Bon, c'est pas pour dire, mais je veux dire, ne croyez pas que c'est des arabes, c'est pas des arabes. Cyril Hanouna, c'est pas un arabe, tu vois, enfin, c'est pas un maghrébin, c'est pas... Non, pas du tout. Le comédien juif maroco-canadien a récemment fait la une en France après la sortie de son deuxième film Reste un peu, dans lequel il met en scène sa conversion au catholicisme. Ah bon? Ah, il a fait un film? Ah ouais, non, moi, les films français, c'est pas mon truc. Eh ouais, non, mais, oh, j'étais en train de passer à en parlant de film, à Tom Cruise dans, c'est le premier film qu'il a fait, il avait 17 ans, je crois, 18 ans, qu'il a les cheveux longs, il s'appelle Jack. Et c'est un pays des elfes et tout, je me rappelle plus le titre. Mon Dieu, qu'il était beau, je me disais, je l'ai sur mon disque dur, il faudrait que je le re-regarde, parce que franchement, Jack, avec la princesse et tout, qui doit chercher l'anneau et tout, c'est trop beau, il est trop beau ce film. Ah, fait bon. Alors, l'armée britannique n'est plus que l'ombre d'elle-même. Rincées par les dividendes de la paix, les forces armées du Royaume-Uni paient aujourd'hui un lourd tribut au soutien de l'Ukraine. Ah oui, non, parce qu'ils sont au top, l'Angleterre. Ah oui, parce que Margaret Thatcher, le top. Eh oui, vous avez vu le Prince Charles? Il est dégueulasse. Ouais. Alors, Rishi Sunak a promis de faire passer l'effort militaire au Royaume-Uni à 2,5 du PIB. À titre de comparaison, aux dernières nouvelles, la France ambitionne 2%. Le ministre de la Défense avait déjà obtenu en 2021 la plus grosse augmentation budgétaire. Ouais, 1,2 million d'euros. Non, c'est pas vrai, c'est pas, mais en tout cas là, c'est 60 milliards. Et il vient de décrocher une rallonge de 5,6 milliards pour 2 ans. Oui, donc 2,3 milliards sur un an. D'accord. Oui, alors comparé à l'ambitieux plan allemand de 100 milliards, on est loin du compte. Oui, nous aussi, hein, d'ailleurs. On va terminer par ça, parce que du coup, je l'avais téléchargé, parce que c'est un truc, pas qui me tient à cœur, mais voilà, c'est pour expliquer. Figurez-vous, alors, déjà, je vais lire l'article. Le tatouage traditionnel algérien, un trésor lourd de sens. Et en fait, c'était pour vous dire, non, parce que je sais que les musulmans, maintenant, ils vous disent, ouais, c'est interdit, les tatouages, machin et tout, sauf que, par exemple, moi, mon ex-belle-mère, elle est décédée, là, en décembre, ben, c'était une Algérienne, une Ouranaise, et elle était tatouée. Elle avait la figure tatouée. Voilà. Et pourtant, elle était musulmane. Voilà. Donc, si tu pars de ce principe, à ce moment-là, elle, même que ça va être une hèche, d'accord, elle ira pas au paradis. C'est ça, juste parce qu'elle avait des tatouages. Non, c'est ça? Non, oui, parce que je sais pas. Donc, le tatouage traditionnel algérien est le rite berbère le plus ancien encore vivant, dont les origines remontent bien au-delà du début de l'islam. Eh oui, là, parce qu'il y a eu un début de l'islam, tu vois, l'islam n'a pas été éternel, tu vois, donc du coup, des gens faisaient leur vie avant. Et donc, bon, ma belle-mère, elle était tatouée, elle avait un tatouage, là, une espèce de trait, ici, et on en avait une à la Belle de Mai, quand j'étais avec le père de mes enfants au début, donc c'était en 95, il y avait une hache, et elle faisait la marche dans le quartier. Et ben elle était toute tatouée. Toute la figure, elle était tatouée. Sa pratique a significativement reculé avec l'avènement de cette religion qui interdit les modifications corporelles irréversibles. Cependant, le tatouage traditionnel subsiste encore dans certaines régions où les traditions dominantes se mélangent à l'islam.
Eh ouais. Dans certaines zones rurales du Maghreb, on peut encore trouver des femmes, souvent âgées, avec des visages recouverts de ces symboles traditionnels berbères. Dans d'autres régions, on utilise le henné pour faire revivre ces pratiques ancestrales lourdes de sens. Les origines du tatouage traditionnel algérien. Et voyez, ça c'est des trucs. Oh, voyez, ça c'est des trucs que j'adore. Voilà, moi, voilà, j'aimerais trop que les femmes algériennes, voyez, elles soient comme ça maintenant. Ah oui, je vous jure. Voilà, moi, pour moi, ça c'est le top du top. Les traditions, voyez, le costume, les bijoux et tout, mais c'était trop beau. Et en fait, on est arrivé, on a tout pété, quoi, en fait. L'islam aussi, il a tout pété d'ailleurs. Le tatouage traditionnel est l'un des plus anciens rites berbères reconnus, réservés pratiquement aux femmes qui pouvaient se faire tatouer dès leur jeune âge. Cette pratique, qui signifie dessiner ou marquer la peau chez les Tahitiens, est connue de l'Afrique du Nord jusqu'au fin fond de l'Océanie. Elle consiste à marquer la peau par des symboles en déposant de l'encre à l'intérieur de la peau. Elle n'est pas possible, un tatouage. Eh ouais, vous voyez, moi aussi. Voilà. Eh ouais. Là, j'en ai plein. Non, j'en ai plein. Non, mais on dirait pas comme ça. J'en ai même une derrière l'oreille. Ouais. Eh ouais. J'en ai une le long de la jambe, qui part du pied et qui monte jusqu'au genou. Alors ça, je vais vous montrer. Ah ben, parce que je parle des tatouages, on va prendre 5 minutes. Alors là, vous voyez, ça c'est le truc de Sangoku. Vous voyez, et ça je l'ai fait faire pour mon fils. Non, mais je veux pas... What the fuck. Voilà. Donc, là j'ai le truc de Sangoku. Vous voyez, bon, normalement c'est comme ça. Voilà, là j'ai le truc de Sangoku. Vous voyez. Donc ça c'est mon tatouage que je me suis fait faire. Oui, c'est compliqué. Voilà. Ok, vous le voyez. Voilà. Après, bon, donc du coup, j'y suis là. Ok. Ni Dieu ni maître. Après, j'y suis là. C'est Cogito Ergo Sum, le nom de ma chaîne. Après, j'en ai un là. Ici, c'est Totoro. C'est pour ma fille. Et j'en ai un derrière l'oreille. Et c'est le A de anarchiste, mais je fais croire que c'est le A de Avenger. Et j'en ai un gros à la jambe, mais bon, celui-là, je vous le montrerai pas. Donc, effectivement, ça raconte une histoire. Bon, à part ceux qui se font tatouer tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont aucune idée, ils savent même pas ce qu'ils sont, tu vois, voilà. Alors, en Algérie, en langue berbère, le tatouage s'appelle El Ayasha, qui signifie celui qui fait vivre, et en langue kabyle, il s'appelle Ashrad, qui signifie vacciner, et les deux appellations ont un rapport avec son effet thérapeutique. Plusieurs autres usages ont été attribués au tatouage traditionnel berbère. On trouve entre autres l'esthétisme, la protection ou l'appartenance clanique. En guise d'exemple, dans la région Chaoui, ah, j'étais sortie avec les Chaoui. Ouais, je suis sortie avec les Kabyles aussi. Oh, ça va, hein, oh. Et le Chaoui, il avait les yeux bleus, il était trop beau. Et il était gros. Vous voyez, comme quoi, je suis pas... Mais les cheveux, c'est important. Ou des rochers, il était trop beau. Oh, ses yeux bleus, mais vous voyez le bleu du ciel, vous voyez. Brun, bon gros. Et des petites dents, il était trop beau. Bon, fait. Ou des recherches ont été faites sur le tatouage traditionnel par l'anthropologue Yasmine Bendaas. Les femmes se faisaient tatouer par des femmes nomades originaires du Sahara algérien ou de Tunisie qui parlaient arabe et qui échangeaient leurs services contre des denrées alimentaires ou d'autres produits à la manière du troc. Avec la disparition de ce dernier et l'avènement de l'islam qui interdit ces pratiques, ces femmes avaient disparu. Un tatouage féminin par excellence. Oui, c'est trop beau. Moi, je trouve... Bon, non, elle fait une tronche, franchement, elle déterrait mort. Mais je parle de l'habit, hein, je parle pas de la tête de la femme, hein. Voilà. J'estime que ces symboles qui ornaient les visages des femmes berbères étaient un moyen pour s'enlaidir afin de se protéger des soldats coloniaux et les éloigner pour ne pas se faire agresser. Eh ben, moi, mon ex-belle-mère, elle a été vendue à l'âge de 10 ans à un mec, en mariage. Oh ouais, un Algérien, fait je sais pas quoi, fait bon. Oh ouais, à 10 ans, elle a été vendue par son père. Non, c'est bien. Ah oui, non, après vous vous demandez pourquoi les enfants, ils ont des soucis, les petits-enfants aussi, me fait. Non, mais c'est vrai. Alors, d'autres jugeaient que le tatouage traditionnel était avant tout un ornement. Non, moi, bon, après c'était une trait, hein, donc peut-être à la base c'était autre chose, mais bon, comme elle avait 60 ans passés,
que c'était sur la figure, ça avait dû s'élargir, mais bon. Alors, le tatouage est un ensemble de symboles que les femmes se faisaient tracer sur le front, les joues, le menton ou encore sur la poitrine ou au-dessus des chevilles. Ces symboles ne sont pas dépourvus de sens. Les femmes de l'époque, majoritairement analphabètes, ont trouvé, à elles-mêmes, un moyen de communiquer de ces... Oh putain, je sais pas ce que ça voulait dire alors. Sur la figure à ma belle-mère, parce qu'elle était chelou. Un moyen de communiquer, de s'exprimer et faire passer des messages. Des motifs semblables sont employés dans les artisanats exercés par les femmes, comme la tapisserie, la poterie, la bijouterie, ou encore la peinture et les gravures. Ces motifs consistaient donc un vrai système de communication, un vrai alphabet secret, dont seules les femmes anciennes détiennent le secret. Un alphabet à partir duquel les femmes communiquaient leur savoir-faire, leur savoir ésotérique ancestral, leurs valeurs, mais surtout sur certaines sagesses et certaines philosophies qui se transmettaient de femme en femme. Et voilà, le problème, c'est que moi, ma belle-mère, elle savait pas ce que c'était. Le tatouage traditionnel algérien est une composante essentielle du patrimoine immatériel du pays qui devrait être étudié en profondeur pour que les générations futures le connaissent. Ah oui, non, mais ils veulent plus en entendre parler, oh là, c'est péché, oh là, oui, oui, tu iras pas au paradis, oui, 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 oui. Bon, ben voilà, ben écoutez, on va terminer par ça. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.